messieurs, quelque chose me dit qu'aujourd'hui nous allons assister à une très grande course. Enfin, Laurent, qu'est-ce qui se passe là? Ils essaient d'entrer dans l'eau, non? Oh là là, oui. C'est vraiment du jamais vu dans l'histoire du cyclisme. Vous assistez quasiment en direct à une grande première. Les concurrents sont dans un bassin. Bon, bah alors on va suivre cette course très originale, cette première, comme vous dites. Non mais j'ai l'habitude, j'ai une voiture automatique. D'accord. Elle a aussi des vitesses. Hein. Je sais, j'ai une voiture automatique. Non mais il y a les automatiques et les automatiques avec les vitesses. Et une avec les vitesses. Banlieue de Washington, Stéphane Rousson et son équipe débarquent aux États-Unis, direction Quart de Rock. Juste avant la rivière Potomac. Une base de recherche de la marine américaine. On ne verra rien du centre lui-même, évidemment top secret. Rendez-vous directement à l'entrée du bassin. Drôle d'endroit pour organiser le championnat du monde de sous-marins à propulsion humaine. Cette compétition a pourtant lieu ici tous les 2 ans. Les équipes, surtout des universités technologiques canadiennes et américaines, mais aussi des étudiants venus d'autres pays. Cette année, voici les concurrents qui battent le record du déplacement le plus long, une équipe du Sultanat d'Oman. C'est la première participation pour Oman et pour l'Asie aussi. Presque toute l'équipe est là, mais on a 2 membres qui n'ont pas pu venir car ils n'ont pas obtenu leur visa à temps. On trouve aussi des candidats individuels, des obstinés, comme la famille Burton. C'est la 6e fois. Ouais, la 6e. Ouais, la 6e course. C'est mon fils, ma fille et le fils du voisin de palier. Il fait l'assistance à terre. Et cette année, donc, une grande première. Une équipe française menée par Stéphane Rousson a traversé l'Atlantique pour y participer. Et pour la course, j'ai mis un élastique, parce que quand je vais un peu vite, ça peut s'ouvrir tout seul. Ces jeunes lycéens américains ont parié sur une queue de thon qui ondule pour actionner leur machine à gueule de poisson. Les 4 dernières courses auxquelles on a participé dans la catégorie vitesse ont mal fini. On s'est beaucoup craché. On s'est craché, alors on s'est dit on va changer et viser le prix de l'innovation. Et puis, il y a les favoris. Comme d'habitude, ce sont les Québécois. Leur engin de combat s'appelle Homer 8. 8 comme le 8e du nom. Ah ouais, on a un sous-marin frais peinturé. Oui, toutes les équipes sont intéressées à observer notre sous-marin. On a une réputation, donc on doit rester dans cette lignée-là. Donc c'est ça qui nous stresse. Il y en a pour d'autres, c'est seulement finir des courses ou simplement aller à une certaine vitesse. Donc nous autres, on veut battre des records, on veut compétitionner. En pédalant très vite, on peut remonter le temps. Retour en arrière, nous voilà 1 mois avant la compétition avec David et ses 50 km par jour à bicyclette. J'adore faire du vélo dans le grand air, puis aussi en ville, c'est le fun de se déplacer, c'est vraiment un bon moyen de transport efficace. Il est venu en Europe et qu'a-t-il vu? La Tour Eiffel, la Tour de Pise? Non, la légende du Tour de France. J'ai monté l'Alpe d'Huez, j'ai monté le Galibier. En fait, de voir le Tour de France, je voulais absolument parcourir ces étapes-là. Bon, alors on va parler quand même des Québécois parce qu'ils ont fait une préparation très sérieuse, très appliquée. On a même dit quasiment scientifique. Oui, regardez d'ailleurs ces images, on les voit là à l'école de technologie supérieure de Montréal. Ils vont révolutionner le vélo, je vous le dis moi. Des engins comme cela, on n'a pas vu encore sur les routes du Tour. Fin de saison pour les étudiants de l'ETS en plein cœur de la ville. En fait, une école d'ingénieurs de haut niveau qui forme 6000 étudiants chaque année. David Barry est en 3e année. Des chiffres, des formules, des graphiques, il en avale à l'appel tout au long de ses études. À partir du présent, taux d'intérêt de 6 divisé par 12.
David s'est lancé dans le projet du sous-marin avec la fougue de ses 20 ans. Homer 8 n'est pas encore peinturé. Comme il dit, il n'a pas encore mis les pieds dans l'eau. La recette d'un sous-marin réussi. Des matériaux composites ultra légers, un design hyper profilé, une équipe de bons copains et des pièces usinées aux petits oignons sur des machines high-tech. Bref, une petite dose de fantaisie et une bonne dose de sérieux. Car le sous-marin est un prototype de course. Voici les premiers tests. David va essayer de pédaler dans ce sarcophage très étroit. C'est une question de pratique, vraiment. C'est de s'habituer à être assez à l'aise pour sortir un peu de puissance. Mais si c'est trop grand, oui, on est beaucoup plus à l'aise, mais on a tellement plus de traînée dans l'eau qu'au final, on va pas nécessairement plus vite. C'est un équilibre des deux. Là. Et là, ça pédale? Ça pédale. Pas beaucoup de place pour pédaler. Il faut continuer à rogner, millimètre par millimètre. Comme Oxford et Cambridge ont leur course d'aviron, l'ETS de Montréal a ses sous-marins. C'est devenu une tradition entamée il y a 22 ans avec pas mal de records de vitesse à la clé. Notamment grâce à Simon Joncas, la mémoire vivante, ancien étudiant devenu enseignant à l'école. Un bon transfert de connaissances d'un sous-marin à l'autre. Il y a une philosophie qui s'est installée, il y a des choses qu'on a appris, qu'on répète systématiquement, qu'on améliore, ce qui fait que la charge de travail, quand c'est le temps de fabriquer un nouveau sous-marin, est un petit peu moins lourde peut-être qu'une équipe qui démarre ou qui n'a pas compris certains concepts ou qui n'est pas capable de reprendre des concepts existants. C'est ce qui est un peu la force de l'équipe, je dirais. Les membres du commando sont prêts. Le sous-marin, pas encore. Leur mission, et ils l'ont accepté, commence par la traversée d'une ville en camion remorque. Homer 8 entreprend le voyage vers un lieu mythique du Nouveau Monde, la piscine olympique de Montréal. Mais si, souvenez-vous les Jeux olympiques de 76, Nadia Comaneci, Guy Dru, enfin, eux, ils n'étaient pas dans la piscine. Mise à l'eau pour un premier essai grandeur réelle. Entrée de l'homme torpille. Un joystick pour la direction. Une porte qui s'envole. Une fusée en route vers la Lune. Un équilibre à trouver. Pas de frein. Des plongeurs transformés en gardiens de but. Retour à Washington. L'entrée du bassin rappelle furieusement une base secrète dans un film de James Bond. Première étape, la vérification du matériel. Après tout, ces jeunes gens vont pratiquer la plongée. Et l'épreuve est encadrée par des anciens de la marine américaine. Deux raisons de rester concentrés.
C'est un drôle de feeling parce que les étudiants sont très énervés, évidemment, c'est excitant. Mais en même temps, il faut rester très sérieux. Et en plus, on est dans une base de la Navy, il ne faut pas non plus faire... Exact, il y a des règles à suivre. On est chez l'armée, hein, donc pas trop déconner. Début de compétition, rendez-vous sous l'immense drapeau américain. Et après, vous dépendez entièrement des ordres du juge-arbitre, un ancien garde du corps de Ronald Reagan. Mettez-vous à l'eau avec votre pédaleur et votre équipe de plongeurs. Et après, vous attendez votre tour. Avec un peu de chance, vous passerez une vingtaine de fois sur les 5 jours de compétition. En course, au départ, Homer 8, sous-marin individuel à hélice. Dans l'eau, les consignes continuent grâce à un hydrophone surpuissant. C'est parti. Maintenant, il s'agit de foncer tout droit le plus vite possible, à l'aveugle, dans l'eau glauque. Chaque parcours est chronométré, retransmis sur écran. Et il faut absolument finir les 100 mètres entre 2 lignes lumineuses pour être validé. Bref, c'est une course contre la montre et les tentatives s'enchaînent toute la journée. Et Homer a franchi la ligne d'arrivée. Une organisation au cordeau qui laisse rêveurs les concurrents néophytes comme les Vénézuéliens. C'est dingue. L'organisation, c'est vraiment le top. Du jamais vu cet événement. Avec tous ces sous-marins, tous les talents réunis, de toutes les universités, et puis les lycées, toutes ces équipes. Ah, je suis vraiment impressionné. Bon, tout le monde est à l'eau, sauf les Français. Problème technique. Le Sculpster n'est pas un engin taillé pour la vitesse. Il est un peu empâté et il a 2 hélices très encombrantes. Et non, il est trop large. On a le plus gros sous-marin et du coup il passe pas au milieu. Donc on est obligé d'avoir recours à une petite manœuvre grutière. Et là on est content quoi. Ça commence, il y a l'émotion qui monte. On a hâte. On a hâte d'être dans l'eau là. Si vous n'êtes pas prêt, alors le sous-marin ne descend pas. On ne peut pas accepter que tout le monde reste là. Oui, mais c'est parce que le gars nous a dit de nous mettre ici. Je sais. Le premier jour de compétition ressemble à une suite d'échecs douloureux. Les Vénézuéliens partent à gauche, vers le fond et dans le mur de béton. Smash, vous devez arrêter, votre capot s'est détaché. Les Mexicains tentent de franchir la ligne de départ sans succès. C'est un abandon. Un abandon. Dans ce cas, les sauveteurs agissent pour récupérer illico les pilotes coincés dans leur machine. On s'est déjà écrasé 4 fois contre le mur. On a dû faire une réparation de fortune. On a mis un rideau de douche tendu par des barres d'aluminium. Et le sous-marin propulsé par une queue de thon, que devient-il? Il avance, mais à la vitesse d'une limace de mer. Heureusement, Dr. Fish vient au secours des lycéens. Tu ne peux pas faire des mouvements aussi rapides avec cette amplitude. Tu dois raccourcir. Le bon docteur Poisson est consultant en biomimicry. On pourrait traduire cela par imitation de la nature. Je suis zoologiste. J'étudie les animaux, particulièrement comment ils nagent. J'ai regardé par exemple les baleines, les dauphins et les phoques.
et en ce moment les remonta. Et j'essaie de faire ressortir ce qui peut être bénéfique dans la nature. Comment on peut intégrer cela dans un système d'ingénierie. L'heure de vérité pour l'équipe française. On attend le ready to go et le go pour le démarrage. Il y a même un concurrent français, je crois qu'il s'appelle Stéphane Rousson, et ma foi, je trouve qu'il a un très beau coup de pédale, non? C'est pas votre avis? C'est vrai, il a un beau coup de pédale, mais il est loin d'être le favori, ceci dit. Mais c'est sûr, il peut porter le maillot jaune malgré tout. D'ailleurs, il a peint son engin en jaune, ça ne vous étonnera pas. Et c'est malin, ne pas avoir le maillot jaune, peindre son vélo en jaune, c'est très malin. Bon. Le maillot jaune ne sera pas pour aujourd'hui. Quelques dizaines de mètres et le Sculpster pique du nez. Stéphane est à bout de souffle, mais déjà prêt à rebondir. Non, mais je vais en profiter, je vais changer les hélices. On va faire 2 petits changements, changer les hélices. On n'avait pas bien équilibré dans le fond, donc dès que j'ai pris un peu d'angle, j'ai mes plombs qui ont légèrement glissé, ça va basculer après vers la fin. Et puis bon, ouais, il y a une part de stress, quoi. C'est clair que la course, c'est pas pareil, on n'est pas à la maison, quoi. À la maison, 2 mois avant la course. Bonjour. On est en train de faire de la peinture. Stéphane Rousson n'appartient pas à une grande université. Non, son projet, il l'a mené dans son jardin. Enfin, celui de sa copine. Ça va, Mehdi? Tout seul de bout en bout, ou plutôt avec une bande de copains et de bénévoles. T'es prêt pour la deuxième couche? Hein? En avant. Cela ne veut pas dire sans sérieux. C'est 2 ans à fond, c'est 2 ans tous les jours, pas de repos. Non, c'est 2 ans à fond, du matin au soir, et je suis pas seul, hein, il y a beaucoup de monde derrière. Le Sculpster, sous son aspect débonnaire, est ce que les journalistes en mal de formule appellent un véritable concentré de technologie. Par exemple, l'équipe a poussé le vice jusqu'à demander une peinture spéciale pour gagner de la vitesse dans l'eau. On va chercher plutôt une sorte de petite granulosité pour éviter le côté un peu effet ventouse de l'eau et qui fait que ça ralentit le sous-marin, quoi. Ça va jusque-là, mais ça fait partie de toutes les équipes de recherche qui travaillent sur ces points. On s'aperçoit voilà, que la peau d'un requin ou d'un poisson sont des écailles, c'est pas forcément lisse et ils vont relativement très très vite, quoi. L'histoire de Stéphane Rousson, c'est l'histoire d'un Niçois, à la fois sportif et rêveur, qui s'est lancé dans un marathon aux allures de sprint, pour lequel il faut savoir tout faire, du vélo bien sûr, mais aussi s'entraîner à pédaler comme un fou avec le nez bouché tout en téléphonant, et scier des cadres, se frotter au monde du fret aérien, la hauteur et la largeur tolérée, démarcher les sponsors, réfléchir à des solutions innovantes pour la propulsion, réussir à dégoter des gens compétents. C'est devenu, par la force des choses, le travail à plein temps de Stéphane. Il y a plein de trucs à réparer pour demain. C'est un vrai passionné, il y met une énergie folle. Et il a un petit côté hyperactif qui fait qu'il arrive à traiter beaucoup de choses en parallèle et à motiver beaucoup de gens. C'est Stéphane, c'est à prendre ou à laisser en l'état. Voilà. Abonné au projet utopique, lecteur de Jules Verne et de Spirou, Stéphane est un bourlingueur la tête dans les nuages, qui a déjà tenté la traversée de la Manche avec un dirigeable à pédale. Il est arrivé presque jusqu'au bout. En tout cas, il a gardé le goût des machines, apparemment inutiles. On s'est dit, tiens, il n'y a qu'un pas du ballon dirigeable au sous-marin, on fait de la poussée d'Archimède. Le musculaire, la propulsion musculaire, on connaît, et on va essayer d'appliquer un petit peu nos principes qu'on avait dans l'aérien, sous l'eau. Et c'est en mer, avec les plongeurs de sécurité et une bonne partie de l'équipe. On a commencé à dessiner des sous-marins, je ne savais pas plonger. Et comment on fait pour commander le sous-marin? Il y a un volant? Là, c'est là, elles sont là, les manettes. Ah, ça c'est pour aller vers la gauche? Voilà, vers la gauche. Et ouais. Ou en haut ou en bas. C'est mieux, hein? Le Sculpster n'est pas qu'un prototype inventé pour une seule course. D'ailleurs, la preuve, il peut déjà naviguer en pleine mer. Et on peut même y entrer tout seul.
Vitesse plus élevée que celle d'un plongeur bouteille, vision panoramique, facilité de manœuvre, énergie douce et silencieuse. Peut-être y a-t-il un avenir commercial pour cet engin de bande dessinée. On l'a fait pour la course et après on s'est aperçu en discutant avec différents professionnels de la plongée qu'il y a des utilités dans le monde de la plongée professionnelle pour l'exploration, pour faire vraiment des grands parcours, des grandes distances beaucoup plus vite qu'empalement. Et notamment l'équiper de phares ou de projections sous-marines. Pour faire de l'archéologie sous-marine, ils ont besoin de lumière. Maintenant, il y a encore 1 à 2 années de boulot avant de le mettre au point, vraiment pour le travail sous-marin. Si le sous-marin à pédales a de l'avenir, c'est peut-être sans les pédales. D'ailleurs, c'est étudié pour. Il est déjà possible d'adapter un moteur électrique pour faire tourner les hélices. Par contre, en électrique, ça c'est l'avantage, c'est qu'on ne fait plus d'efforts. À ce moment-là, on peut vraiment descendre à 20 mètres de fond et se balader à 20-30 mètres de fond et faire vraiment de la balade panoramique. Quatrième jour de course dans la base de Carderock. Les équipes commencent à être rodées. Homer reste constamment dans les meilleurs. Et pour suivre le rythme de David, ses coéquipiers maintenant doivent courir. « 11 km/h, vitesse de pointe d'un sous-marin à pédales. » Thank you. Okay, thank you. I got you. Oh oui, ça va vite, là. Ça va bien, le sous-marin va droit, c'est parfait. Là. Au début, on était stressé au début de la semaine, mais là, c'est bien, on enchaîne les bonnes courses, c'est parfait. Incroyable. Après cet essai, Homer a égalé parfaitement le temps de Talon, qui mène la danse jusqu'à maintenant. Talon, de l'Université de Floride, venu lui aussi pour gagner le prix le plus prestigieux, celui de la vitesse. C'est surprenant, on est à égalité au millième de seconde près. Mais quelqu'un doit gagner. Il faut bien que quelqu'un gagne. On est tous les deux des équipes très compétitives. Cet après-midi va être super intéressant. Alors cette course, juste une petite dose de rêve dans un monde de sauvages ? Pas seulement. Allons-y. Maintenant. Déjà, il faut venir avec sous le bras un dossier technique épais comme ça, quasiment une thèse de dynamique des fluides à défendre devant un jury. On voulait faire un sous-marin très manœuvrable, sur la droite, sur la gauche, en haut, en bas, comme on veut. Ce qu'ils recherchent, c'est de faire venir des jeunes ingénieurs qui s'intéressent à toutes les technologies sous-marines ou navales de façon ludique, et en se disant, ces jeunes-là, ils ont des idées qui vont nous intéresser. Faire venir les étrangers, on a des idées qui sont différentes des autres. C'est, entre guillemets, nous piquer les trucs. Mais c'est un échange, parce qu'avant toute chose, c'est nous le chef de projet. Donc ce qu'ils vont chercher, c'est la tête. Et ça, ils savent très bien faire ça, les Américains. Après tous les réglages, Sculpster va tenir sans tracas les 100 mètres de la course. Loin des premiers en vitesse pure, mais Stéphane le savait avant de prendre l'avion. Il a prouvé que sa machine pouvait être fiable. Parcours réussi. Bref, il n'a pas traversé l'Atlantique pour rien. Tout le monde est impressionné par le fait que je peux rester tout seul, je me mets tout seul à l'eau, j'ai besoin de personne, je sors tout seul, je me mets tout seul, je fais tous les mouvements, je me contrôle ma ligne de départ, je m'ajuste à droite, à gauche, je peux descendre, je remonte, un vrai sous-marin quoi. Cinquième et dernier jour, le temps des trophées. Bon, c'est un peu l'école des fans. Il y a tellement de prix que chacun récolte un petit quelque chose. À ce jeu-là, les Français ont fait fort. Prix de l'innovation, un des plus recherchés. Ils ont convaincu le jury. Dans la catégorie vitesse une place avec hélice, Homer a terminé deuxième.
se promettant de travailler encore plus la prochaine fois. La Floride et son talon solide l'ont emporté de quelques centièmes. À part ça, les Mexicains se sont vus offrir une hélice en carbone pour remplacer leur hélice en bois. Les Omanais ont réussi à boucler un parcours entier et tous les débutants ont été conquis par l'ambiance. C'est un événement fantastique. Les gens ici sont géniaux. Toutes ces idées géniales, tous les gadgets que les gens inventent pour réparer leurs trucs. C'est vraiment génial. C'est mon truc à fond, c'est super. Merci. Et surtout, tout le monde s'est promis de revenir dans 2 ans avec de nouveaux fous, pédalant dans de nouvelles machines.